Alors, c'est une conférence qui a le titre de Projet Équisanté, réflexion et action pour améliorer les soins aux personnes en situation de pauvreté. Et la personne que je vous présente, c'est le Dr Christine Loignon, qui est professeure adjointe au département de médecine de famille et d'urgence de l'Université de Sherbrooke. Alors, à toi la parole. Alors, merci Pierre pour la présentation. En fait, je vais présenter mes collègues qui sont ici avec moi. Alors, moi, je suis sociologue, là, je ne suis pas médecin, je suis formée en santé publique et je fais de la recherche participative, qualitative sur l'accès aux soins et les populations vulnérables. Catherine Hudon est médecin de famille, elle est professeure au sein de mon département et directrice de recherche aussi à l'Université de Sherbrooke. Elle est co-chercheure principale sur ce projet. Donc, Sophie Boyer, elle est militante à ATD Carmonde depuis plusieurs années. Elle a joué un rôle vraiment primordial dans ce projet-là, dans l'accompagnement des personnes en situation de pauvreté. Et je vous présente Pierre Chaput ici, qui est membre d'ATD Carmonde depuis de nombreuses années aussi et qui a connu la pauvreté. France Fournier, membre aussi d'ATD Carmonde et qui a connu la pauvreté. Et ces deux personnes sont très, très impliquées dans le projet de recherche Équisanté. Alors, c'est un projet qui est financé par les Instituts de recherche en santé du Canada et qui a commencé en 2011-2012. Alors, aujourd'hui, on va surtout parler de la phase 1, de la première phase de ce projet-là. On va insister sur les résultats de recherche et on va aussi partager avec vous un peu les conditions gagnantes que ça prend pour que des personnes en situation de pauvreté puissent participer à la recherche, mais aussi à trouver des solutions pour améliorer les soins de santé. Alors, devant vous, vous avez une partie de l'équipe. Il y a 9 co-chercheurs dans cette équipe-là qui proviennent de l'Université McGill, par exemple, Pierre Pluy, Anne Macaulay, de l'Université Laval, Sophie Dupéré. Il y a aussi d'autres personnes qui sont membres d'ATD Carmonde, Pauline Gagnon, Liliane Dupont. Il y a aussi une infirmière qui a été très impliquée de l'UMF, l'unité de médecine de famille de l'hôpital Charlemagne, Nathalie Fournier. Il y a évidemment des assistants de recherche. C'est un projet qui se déroule en collaboration aussi avec le Collège des médecins de famille du Canada, le programme de résidence en médecine de famille à l'Université de Sherbrooke et le PRAM, le Participatory Research at McGill. Voilà. Alors, à ATD Carmonde, on se fait souvent poser des questions. C'est quoi? Je ne suis pas la personne la mieux placée pour vous dire c'est quoi, mais en tout cas, ATD, ça veut dire Agir tous pour la dignité. C'est un mouvement qui a été fondé depuis de nombreuses années, qui est en fait présent dans plusieurs pays. Et Sophie pourra répondre à des questions au sujet des actions d'ATD Carmonde, si vous en avez. C'est un projet donc qui se déroule principalement avec ATD Carmonde et aussi dans 2 unités de médecine de famille. Pourquoi ces unités de médecine de famille-là? Bien, parce que Dr Hudon et moi-même, on était des chercheurs impliqués au sein de ces unités et aussi on souhaitait impliquer des superviseurs, médecins de famille et des résidents dans un projet comme celui-là. On trouvait que c'était porteur de changement et d'actions concrètes. Alors, ce n'est pas un secret pour personne. La pauvreté, c'est un déterminant majeur de mauvaise santé. C'est associé à plusieurs barrières d'accès aux soins, mais d'expériences de soins aussi, des expériences d'exclusion, de discrimination. On sait que ces personnes ont vraiment énormément de difficultés à faire face aux difficultés qui se posent pour accéder à la santé en elle-même. Et aussi, en fait, il y a plusieurs chercheurs, mais il y a aussi un rapport de l'OMS qui s'est positionné et qui finalement stipule qu'on ne prend pas suffisamment en compte les inégalités sociales dans les systèmes de santé. Donc, on ne tient pas suffisamment, on prend pas suffisamment en compte finalement les questions de pauvreté, les questions de barrières structurelles que certaines populations peuvent vivre dans le système de santé. Donc, il y a beaucoup à faire de ce côté-là. Aussi, nous, on souhaitait finalement tendre vers trouver des solutions pratiques pour améliorer les choses, pour améliorer l'expérience de soins, la qualité des soins, mais l'accès aux soins aussi pour les personnes en situation de pauvreté. Et on avait fait une revue de littérature sur la recherche participative avec des populations vulnérables. On a découvert que finalement, les personnes vulnérables, même dans les recherches participatives, ne sont pas tellement
n'ont pas un niveau de participation tellement élevé. Donc, on s'est dit, ben, il y a quand même du travail à faire. Donc, on a souhaité faire un projet de recherche qui, finalement, donnerait vraiment une réelle participation aux personnes en situation de pauvreté dans la recherche elle-même, mais dans l'application de solutions aussi. Donc, le but général du projet, c'était d'établir un dialogue entre des équipes de soins. Là, on ne parle pas juste, mettons, des médecins, on parle vraiment des équipes qui sont dans des unités de médecine de famille. Donc, des équipes infirmières, psychologues, médecins, travailleurs sociaux, secrétaires, résidents, superviseurs de résidents. En fait, aujourd'hui, nous, on va surtout insister sur les résultats qui sont ressortis par rapport à l'objectif qui est d'identifier les barrières entre ces équipes de soins et les personnes en situation de pauvreté. Il y a plusieurs autres, en fait, il y a 2 autres objectifs spécifiques, là, mais on ne va pas insister sur ces éléments-là pour aujourd'hui. Donc, la méthodologie, ben, c'est un devis de recherche participative appliqué aux soins de santé. En fait, il y a une variété de devis de recherche participative. Il y a une variété ça se déploie sous diverses formes avec des niveaux de participation variables. Et nous, dans le cadre de ce projet-là, on a vraiment souhaité la participation active des partenaires non académiques, c'est-à-dire qui ne viennent pas de l'université, dont ATD Carmonde, mais principalement ATD Carmonde. Donc, ça veut dire que dès la rédaction du protocole de recherche, ces personnes sont impliquées. Les volontaires, Marianne Delatte et Sophie Boyer, ont été impliquées dans la rédaction du protocole. Et en fait, c'est ça. Les personnes ont été impliquées, les personnes en situation de pauvreté ont été impliquées dans la détermination de la question de la recherche, dans la collecte de données, dans la diffusion, mais avant la diffusion, dans l'analyse des données aussi. On va en parler un petit peu plus tard. Puis, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup l'approche participative, le but, c'est d'impliquer les utilisateurs de connaissances qu'on souhaite viser. Alors, si on veut rejoindre des médecins ou si on veut rejoindre des patients, bien, on implique ces personnes dans la recherche et ces personnes bénéficient immédiatement des résultats de la recherche. Ici, c'est un schéma qui représente un peu le fonctionnement du projet. C'est difficile de vous expliquer en très peu de temps, en très peu de mots, comment on a fonctionné, mais grosso modo, on avait 3 groupes, le groupe d'ATD Carmonde, le groupe des cliniciens et des professionnels dans les UMF, dans 2 UMF, et les chercheurs, l'équipe plus des chercheurs. On a formé assez rapidement 2 comités. Ça, c'est pas rare non plus dans la recherche participative d'avoir des comités comme ça pour assurer le bon fonctionnement. Le comité de suivi, c'était avec les volontaires d'ATD Carmonde, puis les agents de recherche, les chercheurs principaux, et ça visait au bon déroulement du projet. C'est un comité qu'on peut retrouver dans tout projet de recherche, finalement. Le comité de pilotage, c'est différent. C'est vraiment à ce moment-là, la particularité ou l'originalité, ou en tout cas, je pense qu'on peut se vanter là-dessus. Ça a été vraiment d'impliquer 4 personnes d'ATD Carmonde, dont 2 personnes en situation de pauvreté, dans vraiment les décisions entourant la recherche. Donc, établir la question de recherche, décider comment on va procéder avec la collecte, décider, être impliqué dans l'analyse. Donc, c'est un comité, on indique 60 rencontres, mais en fait, à un moment donné, on a arrêté de compter parce que, bon, c'est pas tellement, on n'a pas une approche quantitativiste, mais disons qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on avait énormément travaillé pour y arriver. Alors, pour arriver à vous présenter ce qu'on vous présente aujourd'hui, il y a beaucoup d'heures de travail et de rencontres. Alors, moi, je vais vous présenter maintenant juste les méthodes, les 2 méthodes qu'on a utilisées. Je vais passer la parole après à Dr. Hudon. Donc, il y avait 2 méthodes participatives qui ont été utilisées, le photo-voix. Le photo-voix, Catherine va vous en parler davantage, mais c'est d'utiliser la photographie pour faire de la recherche, pour répondre à une question de recherche. Et c'est pour l'avoir fait moi-même avec des résidents en médecine de famille. C'est très, très fort. Ça pousse très loin, puis ça pousse même à changer les pratiques assez rapidement, je dirais. Donc, l'autre méthode, c'est le croisement des savoirs. Il en existe une variété. Nous, on a vraiment adopté la méthode qui est développée par ATD Carmonde. Sophie, elle a apporté des livres. Donc, si jamais vous voulez en savoir plus, puis les feuilleter, on a des livres ici. Mais c'est encore là, Catherine va en parler davantage, mais c'est de favoriser la rencontre entre des groupes de personnes dans la société qui ont des backgrounds différents,
des philosophies différentes, des visions du monde différentes, et pour un travail constructif d'apprentissage, mais aussi soit de formation ou de changement de pratique. Et dans ce cas-ci, en fait, c'est ça, nous, on l'a utilisé pour faire rencontrer des professionnels de la santé et des personnes en situation de pauvreté. Donc, voilà. S'il n'y a pas de questions de clarification, à ce stade-ci, je pense que je passerai la parole à Catherine. Merci, Christine. Alors, pour ce qui est du photovoix, comme le disait Christine, c'est une méthode qui est connue en recherche participative. On utilise la photo pour que les gens puissent représenter leur expérience, et puis ça sert aussi de base pour ouvrir une discussion, une réflexion, pour permettre d'exprimer des fois des perceptions, des émotions ou des opinions qui pourraient être plus difficiles à exprimer autrement. Alors, ça a été utilisé déjà avec des personnes vulnérables ou marginalisées. Ça avait été, à date, quand même peu utilisé avec des professionnels de la santé. Alors, bon, ben, comme je viens de le mentionner, ça permet d'aborder des sujets délicats, puis ça favorise aussi l'autoréflexivité. Alors, la façon dont on a procédé, c'est qu'on s'est d'abord réunis en comité de pilotage pour préciser la question de recherche, en fait, préciser à quelle question on veut répondre avec le photovoix. On a fait un travail, alors chacun, puis à travers toutes les rencontres du comité de pilotage, je pense que Sophie va en parler un peu tantôt, mais on essayait, dans la mesure du possible, d'avoir des moments de rencontre, des moments où on discutait ensemble, mais également des moments entre pairs pour que chacun des groupes, que ce soit les professionnels, les personnes en situation de pauvreté, puissent vraiment s'exprimer et puissent, s'il y avait des choses qu'ils n'avaient pas osé dire, tout ça, pouvoir se le dire puis trouver un moyen de l'aborder. Alors, la question de recherche, ça a été déterminé un peu de cette façon-là. On est parti chacun avec un brainstorming de questions qu'on avait eu chacun en groupe de pairs. On a mis ça en commun pour finalement, de façon consensuelle, en arriver à la question « Quelles sont les barrières entre les personnes en situation de pauvreté et les équipes de soins de première ligne? » À partir de là, on a fait un travail en 3 groupes. Le premier groupe, ATD Carmon, de Sophie, Marianne et les 4 personnes en situation de pauvreté, dont France et Pierre. L'UMF Charlemagne et l'UMF Chicoutimi. Pour chacun des 2 UMF, il y avait un chercheur présent avec un agent de recherche, 1 ou 2 médecins, une infirmière, un psychologue et 2 résidents en médecine de famille. Il y a d'abord eu pour chacun des groupes une formation de 2 heures sur le photovoix. C'est quoi la méthode du photovoix, l'historique, comment on procède, à quoi ça sert, etc. Ensuite de ça, chaque groupe a eu 5 semaines pour prendre des photos. En réponse, chaque membre du groupe a eu 5 semaines de façon individuelle pour prendre des photos en réponse à la question de recherche. Puis c'était laissé vraiment très libre. C'était des photos, à partir de cette question-là, ce que ça vous inspire, ça peut être très concret, ça peut être très abstrait, ça laissait place quand même beaucoup à la créativité également. Suite, après la prise de photos, on avait demandé en fait à chacun individuellement de prendre au moins 15 photos, 10, 30. En tout cas, on avait, il me semble que c'était autour d'une dizaine, 10, 15. Les membres de chaque groupe se rencontraient en groupe pour se présenter leurs photos. Donc, présenter les photos puis expliquer pourquoi ils avaient pris cette photo-là, pour eux, qu'est-ce que ça représentait en termes de barrières, etc. Et chacun des groupes choisissait, encore là de façon consensuelle, 5 photos qui représentaient 5 barrières, 5 barrières différentes, qui souhaitaient présenter lors du croisement des savoirs au groupe d'ATD Carmon. Alors, on a un exemple ici d'une photo qui a été prise par un des membres de l'équipe d'une des 2 UMF, qui est le reflet d'une personne à travers la fenêtre d'une chambre d'hôtel avec la vue en arrière-plan du centre-ville. Alors, pour la personne qui l'a prise, cette photo-là, ça représente l'isolement dans lequel peuvent vivre certaines personnes en situation de pauvreté et les conséquences que ça peut avoir sur la santé physique et mentale.
Pour l'étape de croisement des savoirs, en fait, le croisement des savoirs, ça repose sur l'a priori que toute personne détient une expérience de sa propre situation et donc une expertise. Chacun est acteur de sa pensée, de son action et d'un savoir qui doit être reconnu par les autres acteurs avec qui cette personne-là interagit. Alors, au niveau du croisement des savoirs dans le projet Équisanté, c'était donc de mettre ensemble le savoir académique et le savoir méthodologique au niveau de la recherche, au niveau le savoir clinique des professionnels de la santé, avec le savoir expérientiel des personnes en situation de pauvreté, qui sont certainement les mieux placées pour parler de leur expérience et donc elles détiennent une expertise à ce niveau-là. Et l'idée, c'est de mettre tout ça ensemble pour faire une co-construction. On pense que si on met tous ces savoirs-là ensemble, on est probablement capable d'en tirer des conclusions intéressantes. Alors, pour l'étape de croisement des savoirs, de façon très concrète, après que chaque groupe ait eu choisi les 5 photos qu'ils souhaitaient présenter au groupe d'ATD Carmonde, le groupe d'ATD Carmonde a rencontré, pendant des rencontres d'une demi-journée en personne, chacune des 2 UMF. À ce moment-là, chacun des groupes présentait les 5 photos qu'il avait retenues avec toute la réflexion et tout le pourquoi finalement là, du choix de ces photos-là, les barrières qui étaient représentées. Puis ça a été une occasion aussi, fait qu'on essayait dans la mesure du possible d'être vraiment réceptif et à l'écoute de ce que l'autre groupe avait à nous présenter. Et c'était en même temps une occasion puis une opportunité d'échanger puis d'essayer d'aller plus loin puis de mieux se comprendre. Alors, les 2 rencontres de croisement des savoirs ont été enregistrées et transcrites intégralement. Après ça, on a fait une analyse thématique du contenu. En fait, les 2 agents de recherche ont d'abord fait une première analyse, mais il y a eu une co-analyse complète, en fait, en groupe de pilotage de 2 grands thèmes. Donc, en comité de pilotage, alors les personnes en situation de pauvreté ont également participé à cette co-analyse-là. On avait fait une formation de base, là, initialement, avant de faire la co-analyse sur l'analyse de données qualitatives. Et tout ce qui a été... Alors, c'est sûr que ça a été quand même un travail... Christine parlait tantôt qu'à un moment donné, on avait arrêté de compter les rencontres. Si on veut faire ça, puis que ça soit bien fait, puis que ça soit vraiment une co-analyse où chacun peut exprimer sa façon de voir les choses, où on en discute, où on essaie d'aller plus loin, de trouver un consensus là-dedans, c'est sûr qu'on va le mentionner tantôt, il faut prendre le temps. Alors, on a pris le temps de le faire pour 2 grands thèmes. Pour les autres, on s'est minimalement assuré que la validation qui avait été faite, l'analyse qui avait été faite par l'équipe de recherche, que c'était effectivement ce que les gens avaient bien voulu dire. Et donc, il y a eu une validation là, de tout le matériel en comité de pilotage. Alors, bon, j'ai parlé de l'analyse des 2 thèmes qui ont été participatifs. Je vais présenter là, les 2 thèmes en question un petit peu plus loin. C'est un travail qui s'est échelonné quand même sur 6 mois, alors juste pour montrer qu'effectivement, il faut prendre le temps. 6 rencontres du comité de pilotage, 7 rencontres en sous-groupe, en plus des rencontres de préparation. Il y avait toujours, avant qu'on se rencontre en comité de pilotage, des rencontres en comité de pairs au niveau d'ATD Carmonde pour se préparer aux rencontres, lire le matériel, en discuter entre eux avant qu'on se rencontre en grand groupe. Alors, on a sur la figure ici les 4 grandes barrières qui ont été identifiées à l'intérieur après le photovoie puis le croisement des savoirs. La première, c'est la condition de vie des personnes en situation de pauvreté. La deuxième, c'est les interactions entre les professionnels de la santé et les personnes en situation de pauvreté. La troisième, c'est l'organisation du système de soins. Et la quatrième, c'est la formation des professionnels. Alors, je vais passer la parole à Sophie, France et Pierre qui vont nous présenter un peu plus en profondeur là, les barrières identifiées. Merci Catherine.
Conditions de vie des personnes en situation de pauvreté. Premièrement, manque d'argent, manque de ressources. La situation financière des personnes en situation de pauvreté peut avoir un impact sur l'accès à la santé et aux soins. Une citation d'une personne. J'ai attendu 20 heures aux urgences. Je suis allé à 2 cliniques. On m'a dit, on ne peut pas te prendre. On n'a pas de place. La deuxième a dit, tu peux revenir ce soir. J'ai dit, je ne veux pas cela, avoir à travailler. J'ai été malade. J'ai été très malade. Comme un chien. Est-ce que c'est qui va payer l'autobus? J'avais fait un bon chiffre depuis octobre. Quand je suis allé aux urgences, j'ai attendu 20 heures. Il a fallu que je mange, je n'avais pas d'argent, je n'avais presque pas. Les conditions de vie des personnes en situation de pauvreté. Un environnement malsain pour la santé, c'est pas vraiment l'idéal. Les personnes en situation de pauvreté ont mentionné qu'il y avait souvent une méconnaissance de la part des membres de l'équipe de soins de la réalité vécue par les personnes en situation de pauvreté qui ne se limitent pas uniquement à leur situation financière. C'est difficile de trouver une citation, c'est difficile de trouver la santé si on ne se soigne pas globalement. L'espérance de vie dans les quartiers pauvres est de 10 ans de moins que dans les quartiers riches. C'est dû au stress de la vie quotidienne. Dans le milieu riche, c'est plus facile de prendre soin de sa santé. Par exemple, si tu as une dépression, tu as les moyens, tu peux aller te reposer en Floride. Si tu vis dans la pauvreté, tu retournes dans un taudis. C'est pas la même chose, mais pas du tout. Une autre des barrières qu'on a identifiées, c'était les interactions entre les personnes en situation de pauvreté et les équipes de soins. Et une des difficultés identifiées, c'était la difficulté de communication. C'est ressorti très fort dans la recherche que du côté des professionnels et du côté des personnes en situation de pauvreté, il y avait un accord pour dire que la communication, elle est déficiente. On l'a expliqué durant le projet en termes de langage qui est différent d'un côté comme de l'autre, en termes de compréhension de la réalité de vie des personnes en situation de pauvreté par les professionnels de la santé. Et c'est sûr que ce qu'on a identifié aussi pendant le projet de recherche, c'est que ce déficit de communication, il avait un impact majeur sur les personnes en situation de pauvreté, parce que c'est elles qui subissaient principalement les impacts de cette mauvaise communication, parce que c'est elles qui sortaient de l'hôpital ou du bureau du médecin, pas satisfaits et pas avoir eu l'impression d'avoir pu bien communiquer et d'avoir été bien compris. Donc la communication était quand même une barrière importante. On est rendu. Oui, ici. Les interactions entre les personnes en situation de pauvreté et les équipes. Les préjugés envers les personnes pauvres. Les participants reconnaissent que les membres de l'équipe de soins entretiennent parfois des préjugés à l'égard des personnes en situation de pauvreté. Il y a des barrières, l'étiquette BS, bien-être social, bienheureux social, femmes pauvres, imbéciles et paresseuses. Il y a les préjugés qui sont une vraie barrière entre les personnes en situation de pauvreté et les équipes de soins. L'interaction entre les personnes en situation de pauvreté et les équipes. Ah, les logiques de choix. Ça, on en a beaucoup. Ça a été notre préféré, je pense. Logique et choix différents, valeurs communes. Si on ne mange pas assez, mon lait, est-ce qu'il va être de bonne qualité? Est-ce qu'il va avoir tout ce qu'il lui faut dans ce lait-là pour le jeune bambin? Ça fait que, dans le grand doute, quand tu manges une fois par jour, puis que tu manges
du pain, puis du beurre ou de la margarine ou juste du pain sec. Peu importe le menu, il n'est pas épais. Tu sais, ça fait que dans le lait maternisé, même à 20 $, là, tu te dis, au moins, il va avoir tout ce qu'il lui faut. L'expérience a été très enrichissante parce que au niveau des personnes des personnels soignants, on a eu la réflexion que le regard puis les exigences envers les personnes en situation de pauvreté, ils n'étaient pas les mêmes, on n'exigeait pas les mêmes choses, on était plus exigeants parce que la logique veut que si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas acheter de lait. Mais nos valeurs sont communes de la femme qui a plus les moyens que celle qui en a moins, parce que son but commun, puis sa valeur commune, c'est de donner le meilleur à son enfant. Ça a été ça la conclusion auquel on est arrivé. C'est ça. Voilà, donc ça c'est une barrière importante où c'est un des thèmes qu'on a pu travailler avec le comité de pilotage. Donc vous pouvez bien imaginer l'intensité des réflexions. Donc une autre barrière que Catherine va vous présenter au niveau de l'organisation du système de santé, on va se squeezer à 4 devant. Je pense qu'on vous apprendra rien. C'était pas une grande découverte qu'on a faite non plus, on s'en doutait, mais on en est quand même venu de façon consensuelle à la conclusion que la complexité du système, de notre système de soins, était certainement une barrière entre les équipes de soins et les personnes en situation de pauvreté. C'est un système pour l'instant dans lequel c'est pas facile d'avoir accès. C'est pas facile d'avoir accès en général, mais c'est encore moins facile d'avoir accès pour certaines personnes. Et puis c'est difficile de naviguer aussi, puis de bien se comprendre dans les démarches et dans les procédures. Ça fait personnellement plus de 16 ans que je suis et que je travaille dans ce système-là et je ne me démêle pas toujours. Alors, je peux très bien comprendre que pour les patients, des fois, ça peut être vraiment compliqué. La formation des professionnels, c'est sûr qu'on travaillait dans des unités de médecine de famille, donc c'était des résidents de médecine de famille qui faisaient partie des équipes de soins. Alors, la discussion a été beaucoup orientée vers la formation des médecins. On pense que c'est quand même une réflexion qu'on peut élargir à d'autres professionnels également. Puis, je vais juste voir les autres. Oups, je vais te laisser peser. Tu veux que je l'avance? Oui, je veux juste voir les autres. Celle d'après? Non, après, c'est ça. OK. En fait, je ne suivrai pas tout à fait ça des diapos. On a, au niveau de la formation des professionnels, on en est venu un peu à 4 conclusions qui étaient les suivantes. Les professionnels de la santé ne sont pas nécessairement formés à la réalité. Donc, il y a un manque de connaissances sur la réalité des personnes en situation de pauvreté. L'exemple qui a été donné, c'est ne serait-ce que les barèmes d'aide sociale, par exemple. Ce n'est pas tous les médecins qui connaissent les barèmes d'aide sociale, ce n'est pas tous les résidents de médecine de famille non plus. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment enseigné d'ailleurs dans les écoles de médecine. Mais ce n'est pas tout de connaître, il faut également comprendre. Donc, encore là, c'est sûr que si on ne connaît pas, c'est un peu difficile de comprendre, mais même si on connaît, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on comprend la réalité. Là, c'est sûr que bon, le projet servait pas tant, on n'a pas tant discuté du comment, mais ça ouvre la porte et évidemment, dans les suites du projet, c'est des questions qu'on va se poser. Comment on enseigne ça dans les écoles de médecine, puis dans les écoles pour les professionnels de la santé, aux résidents de médecine de famille? Notre hypothèse, c'est qu'il faut probablement que les personnes en situation de pauvreté soient impliquées dans cet apprentissage-là quelque part. Après ça, on a parlé d'apprendre à communiquer. On en a parlé tantôt de la communication qui n'était pas toujours facile. Alors, c'est sûr que c'est important que les professionnels de la santé apprennent à communiquer. C'est important qu'ils apprennent à communiquer avec différentes personnes qui ont des fois des réalités sociales un peu différentes. Alors, ça, c'est ressorti aussi. Puis, je pense qu'il y a une citation ici qui est c'est une photo qui a été assez marquante pour tout le monde. C'est la photo du bloc de glace. C'est un médecin qui a reçu une formation scientifique, qui est un bon médecin, mais qui est incapable de communiquer.
Il s'agit, dans la manière de former les médecins, de choisir les candidats en médecine. La communication est aussi importante que la science. La capacité de rentrer en relation avec les gens, la barrière, c'est la formation. Alors, c'est une photo qui avait été prise par une personne en situation de pauvreté, puis qui a quand même, qui nous a fait bien réfléchir. Voilà. Merci Catherine. Donc, ça va. C'était les 4 grandes barrières. On pourra en reparler après si vous avez des questions. Mais en termes de compréhension, là, on passerait maintenant à la partie de notre présentation où on a réfléchi aux conditions qui ont permis aux 4 personnes en situation de pauvreté d'être co-chercheurs dans ce projet de recherche. Ça va? Vous suivez toujours? Donc voilà. Donc on a voulu vous garder un temps de la présentation pour vous présenter ça, les conditions, on appelait ça les conditions gagnantes pour que les personnes en situation de pauvreté soient co-chercheurs. Parce que dans ce projet de recherche, on est quand même fiers d'avoir essayé d'expérimenter des nouvelles formes de recherche. Il n'y a pas juste nous qui le fait, on ne dit pas que c'est que nous, mais on dit que nous on le fait et qu'on en est fiers. Et surtout, les personnes en situation de pauvreté portent très fort, et ils vont sûrement le redire un moment donné ou un autre, ils sont tannés d'être des objets de recherche. Ils sont tannés d'être observés à la loupe et de ne pas être impliqués ni dans l'analyse, ni dans les pistes de solutions, ni dans la réflexion. Donc voilà, donc on voulait pas que ce projet-là soit un autre projet où les personnes en situation de pauvreté soient des objets. Donc voilà. Donc on va vous présenter une série de conditions et après on en reparlera là, dans la discussion. Donc voilà, je laisse à Pierre. La première condition, c'est ouverture et respect des deux côtés et avoir un but commun et le besoin de dialogue et de communication. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on s'est rendu compte qui nous a bien unis au départ, c'est qu'avec les chercheurs, on avait quand même envie que ça s'améliore pour les personnes en situation de pauvreté et les équipes de soins. On était d'accord sur le but. C'est sûr que ça aide. Une autre des conditions, on s'est dit, et on en a un peu parlé plus tôt, c'est la question du rythme. C'est sûr que dans un projet de recherche comme ça, en impliquant des gens de différents milieux, il faut trouver les moyens de respecter le rythme de tout le monde. Et avec du recul, on s'est dit que ça a été quand même un des éléments principaux de notre projet qui fait qu'on a réussi, c'est qu'on a essayé de respecter ce rythme-là. Comme Catherine disait plus tôt, c'est sûr qu'on a accepté de prendre le temps, hein, parce que 60 rencontres et plus du comité de pilotage, c'est pas toutes les recherches qui ont les moyens de ça, donc nous, on les a pris. Et ça a permis, de ce rythme-là, qu'on bâtisse des liens de confiance entre nous. Et aussi, par exemple, dans la question des rythmes différents, un exemple que j'utilise souvent parce que je trouve qu'il est assez marquant. Une fois qu'on avait eu fini, qu'on avait trouvé nos 4 barrières, qu'on s'était cassé la tête ensemble pour écrire une partie des résultats, nous, on était prêts là, à les utiliser. On a dit, mais allez, c'est bon, là, on est en juin, juillet, c'est bon, on publie, on écrit, on va voir du monde. Et là, les chercheurs nous ont dit, ah ben attendez, c'est parce que nous, on veut publier. Ah! Donc, pour publier, il faut écrire, il faut attendre la réponse des comités scientifiques, qui prennent du temps. Donc, voilà. Donc, le rythme de chacun, donc le rythme du milieu de la recherche et le rythme du milieu communautaire, pas toujours le même. Et nous, les membres d'ATD, on était prêts là, à en parler, on était dedans. Donc, voilà. Donc, il faut trouver après, vous pouvez un peu imaginer, je vois des gens sourire, donc je sens que ça rappelle des souvenirs. Donc, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on trouve qui est une condition. Et on a besoin d'un accompagnement et soutien pour faire un pont entre les cultures différentes, la culture académique et la culture du savoir, du vécu. Permet de temporiser, de traduire et de se préparer au travail. Donc, c'est sûr que ce temps-là entre pairs, ça a été identifié comme étant un facteur gagnant, une condition gagnante pour ce projet de recherche. Et une autre des conditions gagnantes qui va avec, c'est qu'on a travaillé fort pour qu'il y ait un apport de connaissances qui viennent des deux côtés. Parce que c'est pas non plus un réel croisement si les seuls qu'on écoute dans un projet de recherche, c'est les pauvres. Si on écoute juste les pauvres sur quelles sont les barrières, on enregistre ça, on décrypte ça, on publie et c'est fini. Nous, on a dit, ben non, si on veut qu'il y ait un réel croisement, il faut aussi que les professionnels et les chercheurs, ils amènent quelque chose. Ils répondent à cette question-là. Donc ça a été vraiment une condition gagnante pour nous, pour que
pour que tout le monde, du coup, devienne des réels participants à ce projet de recherche. J'en ai sauté un, non? Ah oui. La participation des personnes en situation de pauvreté pour la définition de la question de recherche, l'analyse des résultats. C'est assez trippant de savoir qu'on peut décider de la question ensemble, à plusieurs cerveaux. C'est extrêmement enrichissant. Donc voilà, une autre des conditions, c'est les ressources financières. Les ressources. Soutien financier à tous les participants. Permet de ne pas se sentir exploité et être reconnu comme co-chercheur. Parce que les pauvres sont pas mal accoutumés d'avoir des recherches sur eux. C'est très rare qu'ils sont dans un groupe qui ont un mot à dire sur les résultats et qui sont financés pour ça et pour influencer. Merci Pierre. Après, une autre des conditions, c'est qu'on a dû tout au long de la recherche adapter nos méthodes de travail, hein, vous devez bien imaginer. Par exemple, on s'est rendu compte que le photo-voix était vraiment un outil, on a l'impression qu'on fait un peu de pub pour le photo-voix, mais on s'est rendu compte après, hein, quand on a fait l'évaluation avec le groupe de personnes en situation de pauvreté, que par exemple, ça c'est un outil très propice pour permettre aux personnes en situation de pauvreté d'exprimer quelque chose, et surtout pour permettre aux professionnels de faire la même chose et après d'être à égalité. Parce que bien sûr, si on avait dit, OK, chacun écrit 10 pages sur les barrières, vous imaginez bien qu'il y aurait eu une égalité là. Que les professionnels écrire 10 pages, bof, c'est facile, et nous, on aurait ramé. Mais avec la photo, on était vraiment à égalité. Donc c'est vraiment un outil qu'on s'est dit que c'était utile. Après, une autre façon d'adapter nos méthodes de travail, on a durant des temps de travail, par exemple, du comité de pilotage, on gardait toujours 20 minutes, une demi-heure durant le comité de pilotage où on se retrouvait entre groupes de pairs. Où moi, je me retrouvais avec les deux personnes en situation de pauvreté, où les chercheurs se retrouvaient ensemble et où les deux professionnels se retrouvaient ensemble. Et voilà, selon le thème de la rencontre, là, on prenait 20 minutes, une demi-heure pour dire, OK, tout ce qui s'est dit dans l'heure précédente, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris? Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait voulu réagir, que ça bouille en dedans, puis on n'est pas été capable de réagir? Et là, entre pairs, on a le droit de chialer, de dire tout ce qu'on veut, le sortir tout croche, brailler, frapper du poing. Puis après, on cherchait ensemble, OK, mais comment on peut dire ça? Comment on peut le ramener pour que ça fasse avancer tout le groupe? Donc ça, c'était une de nos façons d'adapter le travail, de ne pas, par exemple, faire des réunions de 3 heures tout le temps, tout le monde ensemble, mais de varier un peu. On a évidemment aussi eu quelques défis. Donc voilà, France nous présente les quelques défis. Les défis qu'on a eu à affronter, à surmonter, c'est le côté émotionnel des personnes en situation de pauvreté, parce que de dire sa vie, c'est pas si évident que ça. Puis de l'analyser entre nous non plus. Puis, mais il y a une connaissance dans l'émotionnel, c'est un savoir, et puis c'est pas un savoir académique, mais ça parle beaucoup. Puis on a vu aussi que l'émotion des chercheurs et des professionnels aussi, on a tout marié ça ensemble. Puis il faut se comprendre mutuellement aussi. Puis il ne faut pas nier les conflits. Parce que c'est sûr qu'il finit tout le temps par en surgir, puis de les affronter, puis de les regarder ensemble, c'est gagnant. Ça serait comme un oncologue qui fait une recherche sur le cancer, mais qui avait lui-même le cancer. Il perdrait peut-être sa distance, sa neutralité, mais ça l'ajouterait quelque chose. Super, merci. Donc voilà, donc ça c'était un peu les conditions là, que nous on a expérimentées, qu'on avait envie de vous partager. Je laisse la parole à Christine pour conclure. Ah oui, c'est ton micro. Merci.
Bon, ben écoutez, il nous reste encore juste quelques minutes. On achève cette présentation. Donc, commencez à réfléchir peut-être à des questions si vous en avez, parce que on aimerait beaucoup échanger avec vous, puis pouvoir répondre à vos questions, puis vos commentaires. Pardon. En fait, ça, on vous a présenté un peu la phase 1. C'est un projet qui a pris beaucoup plus de temps que prévu, mais c'est reconnu que la recherche participative, elle est comme ça, elle est drainante d'énergie puis de temps. Par contre, elle est très riche. Donc, mais parlant d'articles, on a avancé. En fait, la première personne qui a écrit un article, c'est Marianne Delatte, une personne d'ATD Carmonde. Elle a présenté le projet Equisanté, le croisement des savoirs dans le cadre d'un article. C'est pas encore accepté, mais bon, c'est tout comme. Puis, on en a 2 autres qui ont été soumis, dont un qui était accepté aussi. Donc, ça y est presque, là. Mais on a écrit un rapport aussi. En fait, c'est de ça dont Sophie parlait. On a écrit un rapport qu'on a présenté au comité consultatif de lutte à la pauvreté, qui est chargé de conseiller le gouvernement sur les questions de pauvreté. Et puis, ce rapport-là, en fait, on attend simplement d'avoir publié pour pouvoir le diffuser. La phase 2, on en est dedans, on a déjà commencé en fait, parce qu'on ne peut pas faire un projet de recherche-action participative sans faire des actions. Des actions, ça peut être du changement organisationnel, du changement de pratique, ça peut être des apprentissages, des formations en cours, mutual learning qu'on appelle, là, il y en a beaucoup dans les projets de recherche participative. Ça, c'est présent, c'est clair, mais moi, en tout cas, j'avais la préoccupation, je pense que c'est partagé par tout le monde, de vraiment changer des choses. Vraiment changer des choses. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites assez facilement, avec beaucoup de volonté, une bonne volonté. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, à partir des barrières, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on va faire avec ça maintenant qu'on a des barrières? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? On va commencer avec les 2 cliniques, milieux cliniques avec qui on a des liens, puis programme de résidence à Sherbrooke, mais on voudrait élargir ça éventuellement. Mais ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a travaillé des plans d'action dans chacun des milieux. Je vous parlais à un moment donné du schéma. Donc, ATD Carmonde, on a travaillé un plan d'action. Chacune des cliniques, des 2 unités de médecine de famille ont travaillé un plan d'action. Et en fait, les professionnels, il y a eu des petits comités qui ont été formés dans chacune des cliniques, des petits comités multidisciplinaires qui avaient envie de porter en action les barrières, là, de répondre à ces barrières-là concrètement dans chacun des milieux. Et les professionnels et les personnes en situation de pauvreté se sont parlé. Donc, les personnes en situation de pauvreté ont pu rencontrer les professionnels et réagir au plan d'action pour dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que moi je ferais proposer des suggestions finalement. Et donc, il y a déjà des actions qui sont en branle dans les milieux. Alors, quelques exemples. Bon, il y a de la résistance un petit peu quand même, mais il y a un bel intérêt pour intégrer dans le dossier médical électronique, par exemple, des indicateurs socio-économiques pour mieux orienter un petit peu l'offre de soins, mieux connaître la clientèle plus vulnérable. Il y a, tout à l'heure, Catherine parlait des barèmes d'aide sociale. C'est pas connu souvent par les professionnels, donc au moins avoir cette information-là, mettre cette information à la disposition des équipes, ça serait bien. Il y a à Chicoutimi, il y avait l'idée de fournir des billets de transport. Le transport est un irritant majeur parce qu'il y a le réseau est complexe, les gens doivent se déplacer dans plusieurs milieux, doivent revenir et tout ça, ça aide pas. Donc, c'est des petites actions concrètes. Il y a la question aussi d'être plus connecté à ce qui se fait dans le milieu communautaire. Il y a des choses intéressantes, il y a des ressources qui sont en présence, mais les cliniciens puis les organisations connaissent pas nécessairement la complémentarité qui est là. Donc, rendre disponible une liste de ressources communautaires, c'était pas nécessairement présent dans les milieux. Donc, c'était une des actions qu'on veut mettre en branle. Alors, à venir, en fait, là, on est dans une période de diffusion des résultats, comme on fait aujourd'hui. On va discuter avec le programme de résidence en médecine de famille, voir au niveau du curriculum, qu'est-ce qui peut être changé. Il y a le Collège de médecins de famille, on doit rencontrer le collège pour les exposer aux résultats.
On a aussi, en fait, c'est un peu, moi je pense que je suis pas mal fière de dire qu'on a mis sur pied une exposition de photos itinérantes qui s'est déjà baladée, puis qu'on a amenée ici dans l'entrée dans le hall, oui, c'est ça, de l'amphithéâtre. En fait, cette exposition-là, elle a été réalisée avec ADT Carmonde, mais aussi une stagiaire en médecine cet été que j'ai supervisée. Puis, on a choisi des photos, des citations. Puis, le but, c'est de sensibiliser plusieurs publics cibles. Donc, on va se balader. On a déjà reçu des invitations. Ici, entre autres, vous pouvez la passer. Je ne sais pas si certaines personnes l'ont déjà vue. Puis il y a une présentation à l'ONU qui est en branle. Il y a des missions du Canada, France, en tout cas, ça se discute. Et l'ONU pourrait avoir un intérêt pour recevoir, qu'on présente les résultats du projet. Donc, voilà. Alors, en conclusion, on a identifié quatre barrières principales. Il y a plusieurs actions qui seront menées localement pour contrer ces barrières, mais je vous laisse sur une question qui venait en partie de Pierre, qui disait « Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Comment on va pouvoir changer les choses? Comment on va pouvoir avoir une société un petit peu plus juste? Comment on pourrait influencer un petit peu plus ces décisions, faire en sorte que le système de santé rejoigne sa mission d'équité finalement? » Donc, voilà. Si vous avez des questions, à ne pas hésiter à nous les poser. Merci beaucoup.